Oui, alors donc, je réfléchis à comment je vais organiser aujourd'hui. Bon, allez. J'étais on en était à un problème de contrôle stochastique de processus conditionnés dans un exemple simple mais absolument typique. Donc, alpha dt plus dwt. Ceci dans un domaine x0 égale x, dans un domaine ouvert, borné, régulier. Et j'avais regardé deux problèmes, donné deux exemples pour bien montrer qu'est-ce que j'entends par contrôle stochastique de processus conditionnés. Donc le premier qui était simplement un coût terminal, donc E de G de xt, E de G de xt, sachant que le temps de sortie doit être supérieur à t, où tau est le premier temps de sortie du domaine, donc tau égale l'inf d s positif tel que xs n'appartiennent plus à d. Quoi d'autre? G étant une fonction, disons, continue, par exemple. Et on minimise ceci sur tous les contrôles. Et là, je vais revenir, puisque ça va être un des thèmes aujourd'hui, sur quelle classe de contrôle regarder. L'inf sur tous les contrôles. Et dans ce premier exemple, je prenais tous les contrôles dont les valeurs sont partout majorées par une constante fixe L. J'avais également indiqué que ce qui se passait pour un problème, pour bien montrer la structure des coûts, donc intégrale de 0 à grand T, de l'espérance, donc maintenant un coût que l'on va intégrer par rapport au temps, f de xt plus 1 demi de alpha t, norme au carré, toujours conditionné, et puis évidemment c'est conditionné par le fait que tau soit supérieur ou égal à t, et on intègre par rapport à petit t, plus éventuellement un coût final g de xt, comme précédemment, 1 de tau supérieur à grand t. Bien, et là il n'y a pas de contrainte sur les alphas. Donc, ce que l'on avait vu, c'est que dans le cas où on considère des feedbacks, donc ça c'est le premier point, si on considère des feedbacks, c'est-à-dire qu'on prend des contrôles qui sont des fonctions de t et de x, dans le deuxième cas, ce sont des fonctions, disons, bornées dans L infini par rapport à petit t et petit x. Et dans le premier cas, elles sont bornées par L en tout point et toujours pareil, mesurable, L infini. Bien, on résout donc une équation différentielle stochastique avec cette nouvelle fonction et cela engendre un contrôle qui est alpha t xt. Bon, alors, solution faible, si vous voulez. En fait, même dans ce cas-là, on sait qu'il y a des solutions fortes, mais ce sont des travaux dont on n'a pas réellement besoin ici, puisqu'on s'intéresse qu'à des lois. Bien, alors, alpha de t et de x. Ce que l'on avait vu, je vais rappeler juste un exemple pour le premier exemple. Celui-là, je le mets entre parenthèses. Il y avait des formules un peu compliquées. C'est qu'on pouvait réécrire tout ceci comme une minimisation à un problème de contrôle optimal d'équation de Fokker-Planck, donc l'intégrale de g de x, p de grand T et de x, divisé par l'intégrale de p de grand T et de x, sur tous les alphas, disons, inférieurs à L, puisque je suis dans cet exemple, sachant que l'on résout dp sur dt, moins 1 demi de Laplacien p. Alors, donc c'est moins 1 demi moins alpha, plus divergence. Je regardais le signe et c'est tout. Divergence de alpha p égale à 0. Et p en t égale à 0 égale un certain p0
qui, lorsqu'on regarde ce problème, en général, on part d'un point de départ x, auquel cas P0 serait delta x. Donc je vais mettre même x0. Donc dans l'exemple, P0 est égal à delta x0, mais il sera commode de considérer une loi quelconque P0 et de dire que x0 est de loi P0, de sorte que ça, c'est une loi de proba sur D. Par exemple, une masse de Dirac. Mais on verra dans un instant que c'est utile de regarder des situations plus générales, de plonger les problèmes qui partent d'un point donné dans des problèmes qui partent d'une loi donnée. Bien, alors donc, s'il n'y avait pas de conditionnement, on aurait l'équation de Bellman moins du sur dt moins 1,5 de Laplacien u, l'équation de la JB plus L gradient U égale à 0. Eh bien, cette équation-là, on l'a encore pour caractériser les contrôles optimaux. Et le contrôle optimal entraîne la réciproque, vu l'absence complète de convexité, n'est pas connue. Ceci entraîne qu'il existe un U, tel qu'on résoudre la même équation de HJB que dans le cas où il n'y avait pas de conditionnement. On a bien sûr, ça c'est l'état adjoint, on a, et c'est un système de MFG évidemment, puisque c'est du contrôle d'équation de Fokker-Planck. dp sur dt, moins 1,5 de Laplacien p, plus divergence de alpha p égale à 0, la relation étant donnée par alpha égale moins L gradient U divisé par la norme de gradient U, si gradient U est différent de 0, et n'importe quoi si gradient U est égal à 0. Il n'y a aucune relation lorsque gradient U est égal à 0. Et enfin, le couplage, toutes les fonctions U et P sont nulles sur le bord. La condition initiale de P est connue. Et enfin, la condition finale qui va faire qu'il y a un couplage et que ce n'est pas simplement une équation de HJB, la condition finale qui est donnée par U de grand T égale G, donc par U en T égale grand T, égale G divisé par l'intégrale de P moins G multiplié par P, moins l'intégrale de GP, pardon, divisé par l'intégrale de P au carré, étant entendu que le P qui apparaît ici, c'est P à l'instant grand T. Donc on a un couplage de la valeur finale de grand P et de la valeur finale de U, ce qui fait vraiment un couplage entre l'équation de HJB et puis l'équation de Fokker-Planck, ce qui fait qu'on n'a pas exactement le contrôle stochastique usuel, mais un MFG qui est une variante très très proche avec simplement un couplage dans la condition finale. Intuitivement, hein, et j'avais expliqué que si le domaine tend vers l'infini, on récupère bien le contrôle le contrôle optimal classique. Intuitivement, eh bien, l'absence de conditionnement, c'est dire que l'intégrale de P est égale à 1, et à une constante près, puisque vous retranchez simplement la moyenne de G que vous pouvez essentiellement enlever, vous récupérez l'équation de HJB classique. Bon, alors ça marche bien, c'est pour des feedbacks. Observez néanmoins que là, on a un feedback qui, contrairement au contrôle classique sans conditionnement, dépend de l'état initial. Lorsque vous êtes en train de parler de la programmation dynamique, le caractère globalement récursif, markovien du contrôle de la programmation dynamique, c'est ce qu'on appelle le principe d'optimalité, vous dit que lorsque vous baladez le long d'une trajectoire optimale, si vous vous arrêtez à un certain instant, vous pouvez dire que la trajectoire qui reste, c'est la trajectoire optimale pour le nouveau problème qui démarre en cet instant, en ce point-là.
C'est-à-dire que si vous redémarrez de ce point-là et de cet instant, c'est le même problème que vous êtes en train d'affronter que celui que vous aviez considéré initialement. Et c'est ça qui, fondamentalement, crée, modulo des hypothèses techniques, crée des feedbacks optimaux. Et qui dit un feedback optimal, c'est une loi qui vous dit comment choisir mon contrôle optimal, étant entendu que je suis à un certain temps et à un certain point. Donc ça, c'est vraiment l'esprit de la programmation dynamique. En particulier, on oublie complètement le point de départ, on oublie tout le passé. On se considère, on est à un certain point, peu importe ce qui s'est passé avant, voilà comment on va définir le contrôle optimal. Là, ce n'est pas le cas. Le contrôle optimal dépend du point de départ, dépend de la loi initiale. Et je pense vous l'avoir déjà indiqué, c'est naturel dans le sens où on suit ce problème-là et on est en train de conditionner. Donc on arrive à un certain point. En ce point-là, on peut se dire, OK, je peux toujours regarder toutes les trajectoires qui ne sortent pas. C'est la même chose, ça ne dépend plus que du point où je suis arrivé. Mais, là, la grosse différence, c'est qu'il faut évaluer les paquets de trajectoires. Et le paquet de trajectoires qui démarre à un nouveau point et qui ne sort pas, ça n'a pas le même poids que les restrictions de trajectoires sur un intervalle plus long qui ne sortent pas pendant tout l'intervalle. Il y a de l'information dans le fait que dans le premier intervalle de temps, il n'y ait pas eu de sortie. Donc, les poids étant différents, vous avez quelque chose qui n'oublie pas complètement le passé. Si ça n'oublie pas complètement le passé, il n'y a pas de raison d'avoir un feedback optimal, enfin un feedback qui soit indépendant du point et un feedback optimal. Donc, si on est dans cette situation-là, il est donc naturel de se poser la question quid de contrôles plus généraux? Qu'est-ce que cela veut dire? Bien, ce que cela veut dire, c'est de dire je vais prendre des contrôles maintenant totalement généraux et qu'est-ce que je peux en dire? Donc, qu'est-ce que ça veut dire des contrôles généraux? Ce que cela veut dire, c'est que je vais prendre juste un contrôle stochastique, qui est normal, donc qui dépend de l'aléa, alpha de t et de oméga, qui est bien sûr adapté à l'attribut brownienne, à l'attribut des WT. Donc là, on a toute l'information, il n'y a pas de souci, et puis on se pose les deux mêmes problèmes. La seule difficulté, c'est que la manière dont j'ai pu aborder le problème dans le cas de feedback, elle s'effondre lamentablement. Et donc, que faire? Ce que l'on peut faire, et qui est assez naturel, il y avait des vieilles idées comme ça qui apparaissaient dans le contrôle stochastique classique. Et je pense notamment à quelqu'un comme Quadrat. Alors, donc, c'est vrai que les gens dans le contrôle stochastique classique, pour formuler de manière un peu stochastique le contrôle stochastique, avaient plus tendance à regarder les problèmes de martingale. Mais on peut néanmoins faire quelque chose qui va être d'introduire une équation de Fokker-Planck stochastique pour obtenir un problème comme ceci. Comment s'y prendre? Bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va dire que si P0 est la loi de x0, eh bien, donc, je vais représenter phi de x et de l'espérance de phi de xt 1 de taux plus grand que t, supérieur ou égal à t, peu importe, ça c'est pas gênant. Je veux le représenter par quelque chose qui soit OK. Donc, je ne veux pas parler de loi parce que ce n'est pas normalisé. Et donc, grosso modo, c'est vous mettez une masse de Dirac. Si vous partez d'une masse de Dirac, c'est la masse de Dirac qui est au point xt. OK? Mais avec
la fonction indicatrice du fait de ne pas sortir. Bon, ben ça, on peut facilement se convaincre, c'est juste Ito, bon, même si c'est un peu irrégulier, c'est juste Ito, c'est un exercice très simple du point de vue stochastique, et on a l'équation dp égale, ici vous allez avoir 1/2 de Laplacien p, donc je vais peut-être mettre ici plus moins 1/2 de Laplacien p plus divergence de alpha p dt. Et là, ce que je vais, et le terme stochastique, ça sera un gradient p dw. C'est une formulation de Ito. Si j'étais en Satanovich, il n'y aurait pas de Laplacien ici. Et le point, c'est simplement parce que c'est vectoriel. Bon. Avec comme condition aux limites p égale 0 sur le bord. C'est Ito, ça. Et à ce moment-là, on peut maintenant reformuler le problème, par exemple le premier problème, mais bien évidemment, vous faites la même chose pour le deuxième problème. Vous pouvez reformuler ce problème-là en disant maintenant, ce sont les processus adaptés qui, presque sûrement et pour tout t, sont majorés par L. Et l'expression que je regarde, c'est l'espérance de l'intégrale de P de T et de oméga fois G. Bon. Et là, modulo, un minuscule point technique sur lequel je vais passer à tour de bras. En fait, ce n'est pas idiot d'introduire une autre équation, mais bon, peu importe, je fais simple. Là, vous êtes maintenant dans un cadre où vous pouvez appliquer la programmation dynamique, en considérant que c'est maintenant un problème de contrôle d'équations aux dérivées partielles stochastiques. Et donc, vous allez devoir écrire une équation de HJB qui, typiquement, sera posée sur les mesures bornées positives. Alors, initialement, P0 est de masse 1, mais comme de toute façon, vous générez des mesures dont la masse tend vers 0, autant considérer que vous avez toutes les masses possibles. Donc les problèmes de normalisation ne sont pas si graves que ça, mais bon, peu importe. Eh bien, alors donc, ça, si vous vouliez regarder l'équation, une caractérisation d'un contrôle optimal, bien entendu, vous auriez ici le DPS pour ce contrôle optimal, et vous auriez un U qui vérifie, qui est maintenant stochastique, qui vérifie une équation de HJB stochastique rétrograde. Et ça, c'est normal, c'est aussi la manière forward-backward de regarder un MFG dans le cadre d'un bruit commun et dans une situation très particulière de jeu à champ moyen dans lequel on a un problème d'optimisation, un problème de contrôle. Donc, je n'écris pas l'analogue de ceci parce que c'est un peu compliqué à manipuler. On s'en est abondamment servi dans le gros pavé avec Cardialaguet et un Cardialaguet et oh mon Dieu, Delarue, François Delarue, fatigué. Mais c'est très technique à écrire. Je vais à la place écrire l'équation de Bellman. Cette équation de Bellman, on peut ensuite l'interpréter comme un MFG.
Cette équation, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde un phi de P0 et on va avoir l'équation dφ sur dt, phi de P0 et de grand T, dφ sur dt, plus un sup sur tous les alpha, de donc moins 1,5 de d2 phi. Donc j'écris toutes les dérivées en termes de dérivées directionnelles. Gradient P, gradient P. Plus dφ sur dp dans la direction, moins 1,5 de Laplacien P plus divergence de alpha P. Égale à 0. Et phi à l'instant final est l'intégrale de Gp divisé par l'intégrale de P. Bon, alors ça pose pas de problème particulier. Disons que ça pose des problèmes parce qu'on a une équation de HJB sur l'espace des mesures, mais ce sont des choses que maintenant, grâce aux progrès qui ont été nécessités par les MFG, que l'on sait gérer. Donc cela permet d'obtenir certains théorèmes. Dans ce cas-là, ce n'est pas compliqué. Certains théorèmes caractérisant ceci comme une solution de viscosité, l'unique solution de viscosité de l'équation de HJB en un certain sens. Observez qu'on peut faire la même chose ici en disant, bah ça je peux aussi le regarder comme un problème de contrôle optimal déterministe, et que donc le cas précédent de feedback, pour les feedbacks, c'est la même équation, mais sans le terme. Donc c'est quand même assez piquant de se dire, bon, on a deux équations de HJB, mais il y en a une dans laquelle, pour les contrôles généraux, il y a un terme de dérivée seconde, et l'autre dans lequel il n'y a pas de dérivée seconde. Bien. On peut se dire, oui, mais si on faisait ça dans le contrôle classique, on aurait deux équations. Oui, mais c'est les mêmes parce que le terme de dérivée seconde, on a la linéarité par rapport à P. Quand vous faites du contrôle, du contrôle sans conditionnement et que vous mettez une loi P, P0, eh bien, la fonction coût correspondante, c'est simplement l'intégrale de P0 fois la fonction coût qui dépend de X. Donc c'est linéaire par rapport à P. Et donc ce terme, il n'y est pas. Donc dans le cadre classique, bah, ce terme, il n'y est pas, les deux équations sont les mêmes, et heureusement. Et donc on voit effectivement que l'infimum sur les feedbacks et l'infimum sur tout. C'est une manière très contournée de redémontrer un résultat classique, mais qui est quand même assez profond. Bon, enfin c'est quand même lourd. Et donc la question naturelle qui vient après, c'est de se dire, OK, on sait grosso modo approcher ce genre de problème modulo une équation en dimension infinie, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on gagne quelque chose avec des contrôles généraux? Et donc ce que l'on vient de voir, pour s'assurer que l'on gagne quelque chose, ben, la question qu'on doit se poser à ce moment-là, c'est est-ce que ce terme s'annule ou pas? Donc, l'infimum sur les contrôles généraux, ou est-il strictement plus petit que l'infimum sur les feedbacks, les contrôles feedback? Eh bien, ça revient à se poser la question si ce phi, en regardant ce phi-là, est-ce que d2 phi sur dP2 gradient P, est-ce que ça vaut 0? On se dirait, il n'y a pas de raison. J'efface l'équation pour faire un peu de place.
Ouais, à part que, évidemment, si G vaut 1, ceci vaut 1, et bien entendu, phi est identiquement 1. Donc ça vaut bien 0. Donc dans le cas dégénéré, où G est constant, évidemment c'est dégénéré parce que n'importe quoi est optimal. Donc c'est bien une situation où l'infimum sur les feedbacks doit être égal à l'infimum sur les contrôles généraux, puisque n'importe quoi est optimal. En tout cas, voilà un cas où il y a égalité. Est-ce qu'il y en a d'autres? La réponse est non. La réponse est non, et on se dit, bah, ok, on n'est pas dans une situation linéaire, regardez juste la condition finale. Alors que, déjà, on peut se dire, si jamais ceci est faux là, c'est fini. C'est pas nul en général, fin de l'histoire. Donc, calculons le d de phi sur dp2. Donc, il faut dériver 2 fois le quotient de 2 formes linéaires. Il n'y a pas d'autres termes à calculer, donc je prends phi à l'instant grand t et je fais le calcul. Je ne peux que dériver une fois chacune des formes linéaires, parce que comme c'est linéaire, si je dérive 2 fois l'une d'entre elles, ça vaut 0. Donc le seul terme qui apparaît, c'est 2 fois, parce que c'est une dérivée seconde, et un signe moins parce qu'il y a un dénominateur, c'est moins 2 divisé par l'intégrale, moins 2. Ouais. On se calme. Donc c'est moins 2, la dérivée de l'intégrale de GP, c'est plus 2, mais il y a un moins à cause du dénominateur. Donc de G gradient P, d'accord? Une intégrale de P au carré, parce que c'est la division, et puis l'intégrale de gradient P. Et puis c'est un produit scalaire entre les gradients. Voilà le calcul de la dérivée seconde. Tous les autres termes, je les oublie. Et puis là, on observe que ça vaut 0, parce que P s'annule au bord. OK? Donc, là, il y a quelques couches mathématiques à rajouter. Les P sont généraux, mais la fonction, quand je regarde ces dérivées, on dérive dans des directions qui correspondent à des P qui s'annulent, puisque je suis en train de prendre des directions et des points qui ont plus de régularité. Tous vos zéros au bord. Bon, ça c'est un point technique sur lequel je ne veux pas... Contentons-nous de regarder ça de manière formelle. Donc c'est extrêmement non linéaire, puisque c'est quelque chose qui est homogène de degré 0. C'est quand même vachement non linéaire. Pourtant, parce que c'est le gradient, parce que c'est cette dérivée seconde très particulière, ça vaut 0. Donc peut-être que les infima sont différents, mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et on se dit, donc, OK, dérivée seconde de fonctions linéaires, ça marche, mais dès qu'on a des intégrales de P, des combinaisons linéaires avec des intégrales de P, en dérivant, ça fait des intégrales de gradient P, ça vaut 0 aussi. Donc peut-être ça se passe tout le temps, et que peut-être, miracle, il y a un feedback optimal. La réponse est non. Donc une manière simple de s'en convaincre, c'est de pousser le calcul en se disant que si ceci est vrai, ça doit l'être aussi avec la dérivée en temps. Donc si je regarde ceci et que je me rends compte que c'est non nul, si je me rends compte que c'est non nul, j'aurais bien, en général non nul, j'aurais bien démontré qu'en général, les infima sont différents. Alors, le défi sur dt, on le connaît, puisque le défi sur dt, il est donné par du sup sur alpha. De quoi? Donc c'est moins 1,5 de D2. Alors là, c'est la condition finale. Hein, c'est D2 phi sur dp2, gradient P, gradient P.
moins dφ sur dp dans la direction moins Laplacien p moins Laplacien p plus divergence de alpha p, je n'étais plus sûr du signe. Bon, alors il y a un certain nombre de termes dont on peut se débarrasser relativement facilement. D'abord, ça c'est indépendant du sup. Et le phi de t, je vous rappelle, c'est le phi en question, c'est l'intégrale de gp divisé par l'intégrale de p. On a déjà vu que ce terme-là, il était identiquement nul. Et je dérive 2 fois dans une direction. On a déjà vu que ce terme-là, il était identiquement nul, donc ça, je peux le virer. Une dérivée seconde d'un truc identiquement nul, ça vaut toujours 0. OK ? Alors, oui, j'ai oublié de dire quelque chose dans l'énoncé, c'est que dφ sur dp, donc j'ai une fonction qui est définie sur l'espace des mesures, et qui a valeur réelle. Donc, dφ sur dp, c'est comme une fonction. Et le dφ sur dp agit sur des mesures, disons. Donc, je vais essayer d'expliquer ça à peu près correctement. Donc, dφ sur dp agit sur une mesure q. Et on peut considérer que c'est une fonction, si c'est une forme linéaire continue sur des mesures nulles, des mesures, c'est évidemment, ça peut être représenté par une fonction. Donc j'identifie la dérivée formelle avec la fonction, avec son noyau réellement. De sorte que le terme, il y a un terme que je vais sortir qui de toute façon ne dépend pas du sup, et donc il y a un moins d2 sur dp2, dφ sur dp, moins Laplacien p. Et je vais calculer celui-là, parce que c'est celui-là qui va être absolument crucial. C'est celui-là qui va donner les trucs non nuls. Et puis le dernier terme, c'est un plus d2 sur dp2. Donc je vais l'écrire autrement. Et je vais écrire ça comme étant le sup sur alpha, et donc ça devient L moins plus L gradient dφ sur dp, gradient en x de dφ sur dp, fois l'intégrale de p. Bien. Et je calcule cette dérivée seconde dans la direction gradient P, gradient P. Oui, c'est un plus, et donc ceci reste correct. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est que, au moins formellement, le contrôle optimal, feedback optimal, au moins formellement, est donné par L moins le gradient par rapport à x de dφ sur dp. Et ça, le dφ sur dp, c'est le u, ça correspond exactement à cette affirmation, et je me rends compte que j'ai oublié de normaliser. Bien sûr, lorsque tout ceci est non nul. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un feedback optimal, mais ce feedback, il est par rapport à la trajectoire, il est par rapport au P. Il n'est pas par rapport uniquement aux positions. D'accord ? Donc, ça correspond bien à l'idée qu'effectivement, c'est beaucoup plus dépendant de toute la trajectoire. Donc, on peut quand même le réaliser pour un feedback à condition de connaître un état qui est la loi du processus, entre guillemets, à l'instant t. Toute la loi. Et pas simplement de se dire, je regarde où je suis.
Donc c'est une affaire qui n'est pas très simple. Bon, alors, on va essayer d'éviter de faire des calculs trop monstrueux en observant que lorsque... Je vais en faire un certain nombre pour que vous voyez comment on peut faire les choses très simplement. Alors, déjà, un petit calcul à l'instant grand T de défi sur dp, ça on en a besoin. Défi sur dp appliqué à q, eh bien c'est juste l'intégrale de gq divisé par l'intégrale de p, moins l'intégrale de gp divisé par l'intégrale de p carré, fois l'intégrale de q. Bien. Première observation. Oui. Alors, du coup, quand je parle de la fonction défi sur dp, quelle est cette fonction? Ben, il faut que je regarde ça comme une intégrale en q. Bien, cette fonction, c'est g divisé par l'intégrale de p. Évidemment, ce que vous avez trouvé, c'était mon u final. Hein. Moins l'intégrale de gp, moins une constante, divisé par l'intégrale de p carré. C'était mon u tout à l'heure. C'est normal, ce sont les relations entre le contrôle optimal et les MFG. Donc, lorsque je regarde maintenant le gradient par rapport à x, ceci disparaît, et j'obtiens finalement que cette quantité qui est là, il y a un L qui est devant, ça qui est absolument sans importance, et j'ai l'intégrale de P. Alors, attendez, donc c'est le gradient en x, c'est ça, donc c'est l'intégrale de P gradient G, divisé par l'intégrale de P. Donc vous voyez que c'est essentiellement la même expression que la condition finale qui était ici, et que le P gradient G divisé par l'intégrale de P, comme à nouveau c'est le quotient de deux formes linéaires et que j'ai l'intégrale de P en dessous, eh bien que ce terme-là, lui aussi, il s'annule. Bon, il y a quand même plein de termes qui s'annulent. Ça continue. OK? Alors, donc maintenant, on va remplacer, grâce à ce micro-calcul, on va remplacer défi sur dp moins Laplacien p. Alors, que vais-je obtenir? Il y a un premier terme qui est défi sur dp par rapport à q, c'est moins Laplacien p. C'est moins l'intégrale de g moins Laplacien p divisé par l'intégrale de p. Ça, ce terme-là, donc cette partie-là, à nouveau, c'est le quotient de forme linéaire, et au numérateur, il y a l'intégrale de p. Ça disparaît. Et donc, la moralité, c'est que tout ceci, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est... donc, il y a un signe plus, mais enfin, bon, les signes, ce n'est pas très important, puisqu'il s'agit de savoir si c'est nul ou pas. Moins Laplacien P, ça veut donc dire l'intégrale de GP divisé par l'intégrale de P carré et multiplié par l'intégrale de moins Laplacien P. Donc si je mets un moins devant, c'est ça. Et c'est l'intégrale de P. Ce n'est pas l'intégrale de P carré, c'est l'intégrale de P au carré. Et je dois regarder la dérivée seconde de ceci dans la direction gradient P, gradient P. Donc maintenant, c'est une expression qui fait apparaître trois formes linéaires. Donc il n'y a aucun terme qui corresponde à dériver deux fois l'un quelconque de ces trois termes. Et il n'y a donc que les doubles produits. Sachant que chaque fois que je dérive un double produit avec une dérivée comme ça, j'ai à nouveau que l'intégrale de gradient P vaut 0. Donc le seul double produit que j'ai à regarder,
c'est dériver une fois celui-ci, dériver une fois celui-là, et celui-là, j'y touche pas, parce que dès que je dérive, ça fait 0. Donc la moralité, c'est que au bout du bout de ce long calcul, je ne vous garantis pas le signe devant, le moins. Le 2, ça j'y crois. Divisé par l'intégrale de p au carré, celui-là, j'y touche pas, c'est bon. Et donc, il va me rester l'intégrale, je dérive par rapport à P dans la direction gradient P, cette forme linéaire, ça fait G de gradient P. Et je dérive finalement Laplacien, et je regarde Laplacien de gradient P. Bon, alors... et déjà, on va voir que pour tous les P qui sont à support compact, ben ça vaut 0. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que, pour que je voie des effets, il faut que je prenne des P qui vont jusqu'au bord. Ça, en général, ça va être non nul. Et ça, ben, vous voyez bien qu'il faut que G soit non constant. Parce que ceci, c'est plus 2 fois l'intégrale de P carré. L'intégrale de gradient, ce n'est pas une divergence, hein, c'est parce qu'il y a un produit scalaire entre ces deux gradients. Donc c'est gradient G fois P, l'intégrale de Laplacien gradient P, divisé par l'intégrale de P carré. Et c'est là où on voit qu'il faut que gradient G soit non nul. Quelque part. Sinon, il n'y a aucune chance. Évidemment, G égale constante, ben on a bien vu que c'était une situation triviale. Mais dès que G est non constant, on peut trouver des P. Donc l'idée, c'est de mettre une grosse masse là où le gradient G est non nul, où une dérivée de G est non nulle, et un petit peu de masse près du bord pour éviter que ce terme s'annule. La masse locale près de l'endroit où la dérivée est non nulle, on n'a pas à se soucier de ceci par intégration par partie, puisque ça, c'est quelque chose à support compact. Et on met un peu de masse près du bord pour que par intégration, on récupère une dérivée normale là-dessus. Comme on peut mettre ce que l'on veut, avec la masse qu'on veut, il n'y a pas de difficulté. On va garder le signe qui est ici, on va garder le non nul ici et générer quelque chose de non nul. Donc la moralité, c'est que si G est non constant, il existe des P, s'annulant au bord et régulier, etc., pour lequel, eh bien, à l'ordre 1 en temps, on a quelque chose de non nul et on gagne quelque chose avec les contrôles généraux par rapport au feedback. Bon, c'est assez naturel de se dire que les problèmes divergent quand le temps augmente. Intuitivement, ça me paraît assez raisonnable. Parce que quand le temps est très petit, ben, l'influence du conditionnement, elle est presque inexistante. Elle est là, mais elle est toute petite. C'est vraiment au niveau des grandes déviations. Surtout quand on part à l'intérieur. Donc pour les trucs à support compact, on ne voit pratiquement pas de différence. Hein? Et c'est normal qu'à l'ordre 1, on ne trouve rien. Parce que si on part à support compact, la probabilité de sortir dans un petit temps est extraordinairement faible. Donc en termes de développement limité, on ne va pas le voir à l'ordre 1. Donc déjà, pour voir des choses, on a intérêt à avoir des points près du bord et regarder de façon à ce qu'on ait quand même des sorties relativement rapides. Mais néanmoins, pour des temps petits, on sent bien que l'effet du conditionnement est faible. Et si l'effet du conditionnement est faible, l'écart entre les feedbacks optimaux et tous les contrôles doit être aussi faible. OK, si en revanche, plus le temps grandit, plus cela va diverger. Et en général, on ne peut pas uniquement travailler avec des feedbacks comme dans le cadre du contrôle classique. Donc voilà ce que je peux vous raconter, même si à la fin, ça, je dirais, ce sont des considérations
En tout cas, la manière dont je vous l'ai présenté, c'est juste un calcul formel qui montre ce qui se passe. Et on voit qu'il y a une certaine richesse dans ces problèmes, que tout ceci peut se comprendre, et ce n'est pas tout à fait fini, puisque maintenant, je vais au contraire forcer le trait et faire tendre t vers l'infini. Parce qu'en plus, ça va faire un lien avec un cours des années précédentes, à savoir le cours sur la théorie ergodique. Je vais vous parler de mesures quasi stationnaires, puis on va parler de contrôle, on va revoir des trucs, donc il y a des choses rigolotes là-dessus. J'ai déjà indiqué la cohérence avec le problème de contrôle déterministe général. On l'avait vu ici, on peut la revoir là. Il s'agit de dire que le domaine maintenant tend, disons, c'est une boule de rayon R, que R tend vers l'infini. Comment lit-on ceci? C'est pas très compliqué, je ne vais pas le faire. On a déjà compris les idées fondamentales. À la fin, on doit récupérer un phi qui est linéaire par rapport à P. Donc ça, on va le lire dans la problématique. Bon, donc ça, je n'insiste pas, je vous l'ai déjà expliqué pour les feedbacks. En revanche, la troisième question maintenant que je vais aborder, je vais faire un peu de place, on va garder l'un ou l'autre de ces problèmes, disons le premier, il est tellement plus simple à manipuler. Donc c'est un petit peu... vous voyez que d'une certaine manière, hein, ce P-là, c'est vraiment suivre le flot. Hein. Suivre le flot stochastique, c'est le transport par le flot de la loi initiale. Hein. Donc c'est cette mesure aléatoire avec là-dedans la fonction indicatrice. Hein, on tue au bord avec la fonction indicatrice qu'on n'est pas sorti. Bon. On s'était toujours posé la question de est-ce qu'on pourrait aussi aborder, grâce à ces P-là, hein, des questions de faible régularité des coefficients. C'est-à-dire qu'une vision, ça aussi c'est un cours que j'ai fait il y a quelques années, avec des notes de cours qui peuvent être trouvés en ligne, qui n'existeraient pas sans l'aide, sans Claude, ce qui a permis de débugger un certain nombre de choses. Et on s'est toujours posé la question de dire, OK, on doit le processus voir trajectoriel en doublant les variables. On comprend ça avec des équations de Fokker-Planck, et le cours travaillait beaucoup sur les équations de Fokker-Planck. Une question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce qu'on peut bien étudier les équations aux dérivées partielles stochastiques avec des coefficients assez irréguliers? Est-ce qu'on y gagne quelque chose? Est-ce qu'on retrouve les mêmes résultats, etc.? Ça n'a pas été abordé systématiquement, c'est une voie assez amusante. Bon. Donc, grosso modo, c'est se dire, ces techniques de solution, de résolution avec des coefficients irréguliers, on a fait ça pour des équations de transport, pour des équations du second ordre. Quid d'équations aux dérivées partielles stochastiques de type parabolique? Donc on a le même terme parabolique que dans ce qu'on avait été étudié, mais on rajoute en plus un terme stochastique, évidemment du premier ordre, sinon ça n'a aucun intérêt. Bien. Et ça peut être dégénéré au sens où c'est une formulation de Stratanovich, c'est-à-dire il n'y a pas de Laplacien, ou il peut y avoir un peu plus de diffusion, c'est-à-dire que le terme d'ordre 2 dans la partie déterministe est plus grand simplement que le terme que l'on récupère naturellement dans Stratanovich, entre Stratanovich et Ito. Bon, bref, il y a pas mal de cas, et ceci n'a pas été étudié tout simplement. C'est des choses dont on avait à un moment parlé avec différentes personnes, et puis la vie est courte. Troisième point, c'est t tend vers l'infini. Alors, comme je suis en train de certaine manière de m'inspirer de remarques et de choses qui ont été inventées, imaginées par les probabilistes, je vais continuer à
puiser dans mes lointains souvenirs de cours de proba sur les mesures ou d'exposés de proba sur des mesures quasi stationnaires, la limite de Yaglom et les Q processus. Donc on va être en plein dans le conditionnement. Donc il y a toute une littérature, voilà les mots-clés qui apparaissent. Je vais faire très simple. Ce n'est pas le cas du point de vue probabiliste, et surtout les gens ont regardé non pas dans un domaine borné, mais dans le complément d'un domaine borné, avec des processus qu'ils appellent, je n'aime pas trop l'expression, de descente de l'infini. Pourquoi l'infini devrait être en haut, il pourrait être en bas. Donc, et le fait qu'on conditionne toujours par le fait de ne pas sortir d'un domaine, ou de ne pas atteindre un domaine. Et ce que je vais vous raconter, il n'y a pas unicité des mesures quasi-stationnaires, etc. Mais ça, c'est à cause de l'infini. Et on va comprendre ça parce que en fait, c'est lié à des premières fonctions propres et à de la compacité. Donc quand on est dans les domaines non bornés, évidemment, il n'y a pas de compacité. Donc attention, on est dans le cas où ça marche bien. Il y a d'autres cas où ça marche moins bien qui sont intéressants, que je n'aborderai pas. Puisque moi, j'étais parti avec des idées de conditionnement qui sont, on fait comme si on était éternel, on fait comme si la boîte ne sera jamais en faillite, etc. Et que c'est quand même plus compatible avec l'idée dans un domaine borné et sortir que d'être éternel et éventuellement de mourir jeune. Enfin bon, je ne sais pas très bien ce que ça voudrait dire le complément. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, donc c'est assez naturellement borné. Quoi qu'il en soit, on va prendre des exemples pour savoir de quoi on parle. Donc, je vais faire simple, je vais mettre un brownien. Tout ce que je vous raconte, ça sera vrai avec des trucs hyper généraux, mais non dégénérés. Donc, quitte à faire du non dégénéré, je mets un brownien. Donc, attention, non dégénéré. En d'autres termes, il y a des équations réellement uniformément paraboliques derrière. Et puis, je mets un drift et comme j'en suis pas encore à mettre pour l'instant, je fais des feedbacks. On regarde ceci. Là, je vais vous parler de marginal d'ordre 1, étant entendu qu'on peut regarder la loi complète des processus conditionnés, mais ce n'est pas grave. Donc, ce que l'on a manipulé jusqu'à présent, c'est cet objet. Tout à l'heure, ça s'appelait G, mais c'est la même chose. Là, et donc la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand t tend vers l'infini? Alors, si ceci converge quand t tend vers l'infini, si ceci converge quand t tend vers l'infini, et que ceci converge vers l'intégrale de phi fois p, comme je vais me servir beaucoup de ces p-là, il faut que je réfléchisse. Ouais, allez, après tout, c'est pas très grave. C'est pas exactement le même p qu'avant parce qu'il y a un problème de normalisation, qui évidemment est une loi, est une mesure de proba sur D. Et si P ne dépend pas de x0, comme dans la théorie ergodique, si on avait un processus markovien, P, ça serait la mesure stationnaire. Si ça ne dépend pas de x0, donc aussi bien de la loi de x0 ou du point de départ, alors on dit que c'est une limite de Yaglom, et le P est appelé une mesure quasi-stationnaire. Bon.
Alors, avec les... Donc, vous voyez bien que ça remplace l'idée de la mesure stationnaire, mais c'est pour un processus qu'on a conditionné par le fait de ne pas être sorti. Et qu'on oublie la condition initiale, donc c'est un peu comme le cas ergodique, vous voyez, c'est un peu comme une sorte d'ergodicité par rapport à une mesure qui est pour un processus conditionné, donc qui n'est pas réellement stationnaire. Donc, quand tout se passe bien comme ceci, et ça va être le cas dans l'exemple que je regarde là, et on va calculer explicitement la mesure quasi-stationnaire, et j'ai dit une grosse bêtise là, il ne faut pas de t ici. Bien. Justement, moi je vais rajouter du t, ça va corser l'histoire. Donc là, on a vraiment un processus de diffusion homogène en temps, un Markov parfait, et c'est ceci que je conditionne. Bien. On calculera ça. Donc il y a une autre remarque qui est sur les Q-processus. Et donc il faut bien faire la distinction entre les deux choses, dans lequel on va regarder E de phi de x petit t. En fait, il faut vraiment... Là, je ne regarde que les marginales, donc je mets des guillemets. Hein. La marginale de dimension 1, il faudrait mettre un phi de xt1, xtm, pour vraiment voir la loi du processus. Mais bon, ce n'est pas des Markov, donc je ne peux pas uniquement me contenter de marginale d'ordre 1. Et je conditionne par taux supérieur à grand T. OK ? En fait, la loi de xt, x petit t conditionnée par taux plus grand que t, grand t étant un temps qui est éventuellement beaucoup plus grand que petit t et qui va lui tendre vers l'infini. Vous voyez que précédemment, on conditionnait au même temps. Là, on conditionne par un temps ultérieur. Je regarde ce qui se passe à l'instant t, sachant que beaucoup plus tard, je ne suis toujours pas sorti. Donc, pour les modélisations, les modèles que j'ai en tête, c'est absolument pas naturel, mais c'est une question néanmoins assez naturelle. In fine, ce qu'on est en train d'essayer de construire, c'est conditionné par le fait qu'on soit éternel. On ne mourra jamais. Événement de probabilité nulle. C'est-à-dire conditionné par un événement de probabilité nulle. Comment donner un sens à cela ? Alors, si on est sur un domaine borné, grâce à la compacité des lois qui est automatique, eh bien, quand t tend vers l'infini, ceci peut converger à une sous-suite près. On a automatiquement la tension des lois, la compacité étroite des lois ou de la loi du processus. Donc cela, à une sous-suite près, converge vers la loi d'un processus, d'ailleurs continu, et c'est ça qu'on appelle le Q-processus, c'est-à-dire le processus conditionné. Donc, histoire de faire une histoire courte, c'est donc de dire ça va converger vers un E de phi d'un certain YT, ou je vais l'appeler QT, qui est maintenant un processus qui est défini sur un domaine compact, et qui éventuellement a des propriétés d'ergodicité. Donc, si Qt est ergodique, si Qt est ergodique sur D, en d'autres termes, si E de phi de Qt, par exemple, si c'est de l'ergodicité forte, converge vers l'intégrale de phi, donc il y a deux limites. D'abord, t tend vers l'infini, ensuite, petit t tend vers l'infini, et ça converge vers l'intégrale de phi pi. Alors, on a un Q-processus ergodique, et c'est une autre notion de mesure quasi-stationnaire. Il y a aussi l'idée d'une certaine stationnarité pour mon processus de départ, mais regarder sur des événements en se restreignant, en se focalisant sur des paquets de trajectoires différents.
Là, ce sont les trajectoires qui, à l'instant où on est, ne sont pas encore sorties. Et là, ce sont des trajectoires qui ne sortiront jamais. Bon, on va faire des calculs dans un exemple simple pour exhiber ces mesures et comprendre qu'est-ce que c'est le P, qu'est-ce que c'est le pi. On reviendra ensuite sur du contrôle et on se posera des questions que je n'aurai certainement pas le temps d'aborder aujourd'hui, qui est des choses dont je me suis rendu compte. J'ai finalement trouvé la fin de la démonstration qui me chagrinait depuis vendredi dernier, parce que j'ai eu l'idée vendredi dernier, et puis hier soir, j'ai fini par trouver l'argument qui fonctionnait. C'est la motivation d'être prêt pour le cours d'après, c'est un excellent aiguillon. Vivement que ce cours s'arrête, comme ça je peux m'endormir pendant 9 mois, tranquille. Bien. Comment comprendre cela? Ce n'est pas très compliqué. Donc on peut regarder aussi bien en direct qu'en forward, qu'en rétrograde, ce n'est pas très compliqué.